Bonjour à tous, je vois que vous êtes en train d'arriver petit à petit. J'espère que la qualité du son est bonne pour tout le monde. Donc, j'attends encore quelques secondes, le temps que tout le monde soit bien installé, et puis on pourra commencer. Allez, donc on va pouvoir commencer. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue à cette nouvelle session des formations confinées et bien formées organisée par TBS. Donc pour moi, ce sera la deuxième session ce soir sur ces micro-formations de 30 minutes sur le thème du management et du digital. Donc, plusieurs thématiques vous sont proposées les mardis, jeudis et vendredis, donc par mes collègues Sylvie et Monsieur Thibault sur la partie psychologie et Sylvie sur la partie réseaux sociaux. Donc, ce soir, nous nous retrouvons sur le module Adapter votre communication digitale en période de confinement. Ce soir, j'ai décidé d'aborder avec vous et de faire un petit tour d'horizon des nouveaux moyens, des nouveaux dispositifs digitaux que les entreprises mettent en place pendant cette période de confinement et pendant cette période de crise sanitaire pour tisser de nouveaux liens avec leurs clients et avec leurs prospects. Donc, j'ai essayé de compiler un certain nombre d'exemples à la fois en B2B et en B2C à la demande de certaines personnes qui étaient connectées la semaine dernière. Donc, j'espère que ces exemples vous inspireront et vous donneront des idées pour vos propres pratiques professionnelles. Juste d'un point de vue opérationnel, pensez à poser vos questions en utilisant le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure et s'il y avait trop de questions, je les garderai pour la fin de la séance. Donc, pour commencer, voilà, je vais un petit peu trop vite, désolée. En termes de communication, on peut dire qu'au début de la période de confinement, beaucoup d'entreprises se sont posé la question de savoir s'il fallait continuer à communiquer, est-ce qu'il fallait au contraire tout arrêter ou est-ce qu'il fallait adapter sa communication? Aujourd'hui, avec quelques semaines de recul, on s'aperçoit que toutes les entreprises ont bien compris la nécessité de continuer à communiquer, mais bien évidemment de continuer à communiquer en s'adaptant. Alors, un certain nombre d'opportunités et de freins dans cette poursuite de la communication digitale. Donc, quelques chiffres issus du baromètre Kantar Covid-19 que je vous invite à consulter, qui est mis à jour régulièrement, à environ toutes les 48 heures, avec des nouveaux chiffres, des nouveaux indicateurs concernant la communication digitale. Et donc, dans les dernières tendances fournies, sans surprise, une augmentation assez importante de l'utilisation des canaux de communication digitaux à domicile et notamment une information assez intéressante, un engagement en forte progression sur les réseaux sociaux. Alors, comment est-ce qu'il faut entendre l'engagement sur les réseaux sociaux? C'est le fait que les consommateurs ne sont plus seulement spectateurs sur les réseaux sociaux, mais interagissent, partagent et cherchent l'échange avec les marques et avec les entreprises. Donc, c'est en cela que c'est une réelle opportunité. Et puis, autre opportunité sur certains segments de clientèle qui n'étaient pas forcément adeptes des canaux digitaux, c'est une adoption à marche forcée. Alors pour certains, j'ai même l'impression que c'est un saut quantique, tellement la projection dans le futur est brutale. Je le vois de par mes relations professionnelles sur certains secteurs d'activité en B2B, notamment. La crise sanitaire les oblige à utiliser les canaux digitaux et à se les approprier très très rapidement. Donc, à mon sens, cela constitue une opportunité pour les entreprises. Et puis, du côté des freins, il est toujours délicat de communiquer en période de crise, d'autant plus aujourd'hui parce que cette crise, elle est inédite, elle est exceptionnelle et on n'en a jamais vécu de telle. Donc, le piège pour beaucoup d'entreprises, ce serait de se laisser tenter par ce que j'appelle la communication
opportuniste. Alors la communication opportuniste, mais au sens péjoratif du terme, et puis la communication anxiogène. C'est vrai que la situation est anxiogène, mais les marques et les entreprises, dans leur communication, doivent être très, très vigilantes. Autre frein, la difficulté d'adapter dans un temps très, très court sa stratégie éditoriale sur les canaux digitaux. En temps normal, la production de contenu pour alimenter ces dispositifs digitaux est au cœur de toute communication digitale. En période de crise, elle est d'autant plus importante. Or, pour ceux qui seraient déjà habitués à travailler sur de la stratégie digitale, vous savez très bien que c'est très long à imaginer, c'est très long à mettre en place, très long à concevoir. Malheureusement, en période de crise, tout est réduit. Toutes les durées, tous les délais de mise à disposition, ce qu'on appelle le time to market, se réduit de façon très, très importante. Donc, il faut avoir la possibilité en interne d'avoir des équipes souples et flexibles pour adapter la stratégie éditoriale tout en respectant et en étant raccord avec les circonstances. Et puis, un dernier élément qui ces derniers jours commence à se confirmer, c'est la défiance éventuelle des prospects et des clients dans l'utilisation abusive qui pourrait être faite des données. On entend beaucoup de choses sur les outils de visioconférence, sur les outils qui pourraient être mis en place, les différents dispositifs de déconfinement. Et ces informations qui circulent peuvent être mal interprétées par les consommateurs qui pourraient, de fait, avoir une certaine défiance dans les différentes campagnes digitales que les entreprises et les marques pourraient mettre en place. Donc, une fois ce petit panorama passé, j'ai dissocié ma petite formation en deux parties. D'un côté, le B2B, d'un côté, le B2C. Donc, côté consommateur B2B, qu'est-ce qui ressort de cette situation de crise? Ils ont principalement 3 demandes vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis des marques. Première exigence, la transparence. Alors, ce n'est pas étonnant. On va dire qu'en tout temps, une entreprise doit être transparente dans sa communication, mais d'autant plus pendant une période de crise de cette ampleur. Donc, en B2B, une volonté de transparence. Les clients attendent cet effort de la part des entreprises. Elles attendent aussi un engagement. Alors, un engagement particulier de la part des entreprises, c'est un engagement solidaire, mais c'est un engagement aussi à leur côté. En B2B, on est en situation où toutes les entreprises souffrent énormément de cette situation de crise. Et les clients B2B attendent des entreprises avec lesquelles elles travaillent un soutien, un maintien de l'activité, entre guillemets, comme en temps normal, ou en tout cas essayer de s'en approcher. Donc, de la part des entreprises qui travaillent en B2B, essayer, dans la mesure du possible, de montrer comment, en période de crise, on maintient l'activité, on s'adapte et on fait en sorte que le système continue à fonctionner. Alors, pour illustrer un petit peu ces éléments-là, je vous ai fait des copies d'écran d'utilisation des canaux digitaux pour illustrer ces 3 phénomènes. Alors, ce que j'ai noté, c'est de façon globale, les acteurs qui s'en sortent le mieux, ceux qui communiquent de façon opérationnelle. Effectivement, en temps de crise, quand je dis on veut de la transparence, on veut aussi de la clarté. On veut des informations claires et précises. Donc là, un exemple des agences CDO du groupe Saint-Gobain, donc qui fournissent du matériel pour les chauffagistes, pour les plombiers. Quelque chose d'assez simple finalement, ils ont réservé une section sur tout leur site d'agence locale en expliquant comment chaque agence gère la crise, comment ils sont ouverts. Et puis j'ai trouvé aussi l'initiative en termes de production de contenu assez intéressante, créer une infographie qui explique aux clients comment se fera l'enlèvement des marchandises tout en respectant les consignes de sécurité, les règles sanitaires. Donc, c'est simple, c'est efficace. Ce qu'il faut voir, c'est que sur cette entreprise, ça leur a permis, le canal digital, à la fois d'informer leurs clients, mais de maintenir une activité quasiment normale en lien avec leurs clients professionnels.
Ça peut aussi constituer un véritable avantage concurrentiel d'avoir des outils digitaux prêts à l'emploi, j'ai envie de dire, sur lesquels on peut diffuser des contenus adaptés rapidement. Donc ça, un premier exemple de communication plutôt dans l'opérationnel. Ensuite, n'oublions pas non plus la communication corporate. Donc j'ai pris l'exemple d'Airbus qui communique sans trop de surprise sur son engagement pendant cette crise du Covid-19. Et puis aussi, dès la page d'accueil, c'est la copie d'écran que je vous ai mis, ils ont remis un petit peu en avant un contenu qui existe sur leur site depuis très longtemps, mais qui n'était pas très visible. Ce sont des petites vidéos à destination des enseignants, mais aussi des parents et des enfants, sur la découverte de l'espace et de l'aviation. Donc là, on voit que c'est une bonne communication, un bon usage de sa communication éditoriale. On adapte la diffusion des contenus en fonction de la situation. Ensuite, un exemple de communication institutionnelle. Donc c'est vrai que là, on est sur un type de communication plus particulier, plus codifié, j'ai envie de dire. Alors là, je ne parle pas du tout des grandes institutions ou de la région qui, eux, ont l'habitude de communiquer avec le digital. Je me suis intéressée à ce que faisaient les petites communes. Les communes ont une obligation d'information auprès des citoyens. Et c'est vrai qu'en général, les petites communes n'utilisent pas le canal digital en priorité. On utilise plutôt de la communication papier ou de la communication traditionnelle. Pendant cette période de crise, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu un usage du digital à marche forcée. Et donc, j'ai pris pour exemple la commune de Saint-Geniès-Bellevue qui a fait le choix de créer un site dédié pour publier des contenus sur la situation de crise. C'est à la fois des conseils, des informations pratiques. Donc, eux ont fait le choix de dissocier le support de communication du support de communication habituel. Ça permet certainement pour eux de centraliser l'information et de ne pas entacher, entre guillemets, la communication habituelle de la municipalité. Et puis, ça permet aussi de gérer l'après-crise, l'après-confinement, bien dissocier les différents supports que l'on a utilisés pendant la crise et après la crise. Donc là, c'est une illustration pour moi que même dans le domaine institutionnel, cette crise va énormément favoriser l'utilisation du digital et les consommateurs en seront de plus en plus demandeurs. Alors, d'autres points issus de ma pratique professionnelle, de mon réseau professionnel. Pendant cette crise, j'ai été confrontée à plusieurs événements, notamment l'annulation de certains salons, de certains colloques qui étaient destinés à des professionnels. Donc, du jour au lendemain, tous ces événements pendant lesquels on fait de la prospection commerciale ont été annulés. Et une entreprise qui travaille dans des logiciels de sécurité informatique a très rapidement, en 48 heures, monté un colloque en ligne. Ils ont réussi à générer suffisamment d'inscriptions pour maintenir le colloque. Et je connais bien un des directeurs commerciaux qui m'a dit que ce colloque avait été celui qui avait généré le plus de leads depuis 18 mois. Donc là, il y a eu un peu un effet d'aubaine, d'après ce qu'il m'a dit. C'est le fait qu'il a pu avoir accès à des clients professionnels qui ne se seraient jamais déplacés sur l'événement qui avait été prévu physiquement. Donc le fait que ce soit à distance a permis de capter des clients auxquels il n'aurait pas pu avoir accès habituellement. Et puis, le fait que ce soit à distance et sur des logiciels, finalement, ça n'a pas été très gênant puisque la démonstration a pu se faire à distance. Et donc, la valeur ajoutée entre le à distance et le physique ne souffrait pas de ce changement de modalité d'organisation. Autre élément, on voit beaucoup d'offres professionnelles qui proposent pendant la crise des offres gratuites. Donc là, c'est quelque chose qui me touche directement, un organisme de formation avec lequel je travaille. Nous avons proposé des offres gratuites de 3 mois à tous nos clients professionnels. Donc, c'était au début du confinement. Et au bout de 15 jours,
on a eu la moitié des offres ouvertes gratuitement qui ont généré des demandes de devis pour passer sur des offres annuelles payantes. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à la fin de la période d'essai, de la période gratuite, et on a déjà des entreprises qui, j'ai envie de dire, grâce ou à cause de la crise, ont découvert notre offre et veulent continuer avec nous donc sur des offres de formation sur du développement informatique. Donc, plutôt un retour plus que positif sur l'accès à des offres gratuites qui débouchent sur des leads pérennes. Et puis, dernier élément que j'ai pu constater ces derniers jours, en B2B, habituellement, la prospection, elle se fait beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, le terrain, il est chez nous. Voilà, on est tous chez nous et des expériences ou des initiatives se mettent en place pour virtualiser la prospection sur le terrain. Donc, ça consiste, pour la plupart des entreprises, à créer des petites vidéos, à reproduire ce que l'on pourrait faire en prospection sur le terrain par le biais de la vidéo. Donc, il y a beaucoup de commerciaux qui se sont mis à l'utilisation de la vidéo avec leur smartphone pour pouvoir faire des démonstrations à distance à leurs clients et ainsi continuer à entretenir la relation. Alors, je vois des questions qui arrivent sur le chat. C'est quoi un lead? Alors, un lead, c'est une opportunité d'affaires ou c'est une conversion. Donc, dans le cas dont je vous parlais, c'était la souscription à un abonnement de formation pour 1 an. Alors, je vois ensuite remarque, association, relations B2B et offre B2C au Maroc. Carrefour qui s'est associé à Jumia Food, équivalent de Amazon, pour faire de la vente online et de la livraison à domicile. Alors effectivement, on constate aussi ce type d'association qui n'était pas forcément naturel auparavant. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de drive ou des systèmes de livraison à domicile qui ouvrent leur offre à des entreprises qui n'avaient pas a priori eu l'idée de démarcher auparavant. Donc ça, effectivement, on le voit aussi, il y a Carrefour qui le fait, ils ont ouvert leur drive à d'autres sociétés. Alors ensuite, l'équivalent en B2C. Alors, les consommateurs B2C ont d'autres attentes. Ils sont plutôt dans une période où, paradoxalement, ils attendent que les marques continuent à communiquer. Et dans leur communication, ils attendent principalement de la solidarité, mais ils souhaitent aussi être rassurés et être accompagnés pendant cette période de crise. Donc, les entreprises et les marques doivent se poser la question de savoir comment ils peuvent être aux côtés de leurs consommateurs pendant cette période de crise, tout en faisant attention, c'est ce que je vous disais en préambule, de ne pas tomber dans le piège de la communication opportuniste, ou en tout cas, il ne faut pas tomber dans le piège de faire penser aux consommateurs que l'entreprise est en train de faire de la communication opportuniste. Alors, pareil, quelques exemples que j'ai regroupés par thématique. Alors, ce que j'ai appelé la communication solidaire. Donc là, on n'est pas dans l'opportunisme parce qu'on est vraiment sur des actions concrètes. J'ai envie de dire, ce que les clients attendent, c'est vraiment des actions et pas seulement des intentions. Donc, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des réactions d'utilisateurs qui remercient les entreprises qui se sont très très rapidement mis à disposition des autres pour essayer d'aider dans la mesure du possible. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez Leroy Merlin qui fait des dons de matériel à une clinique dans la région toulousaine, un restaurateur, une chaîne de pizzeria qui fait sa dernière livraison en livrant des hôpitaux. Vous avez aussi, on le voit souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, des murs de merci qui sont adressés au personnel soignant. Et puis, un dernier exemple que je vous ai mis en bas de la slide. Donc ça, c'est un étudiant d'une école de développement informatique qui met son temps libre à disposition des entreprises pour leur fabriquer des applications mobiles. Et l'originalité de sa démarche, c'est qu'il propose un prix libre. Donc, l'entreprise va payer ce qu'elle peut donner. Le seul engagement que demande cet étudiant, c'est que pendant 1 an,
l'entreprise lui confie la gestion de cette application mobile. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui en amont de cette formation, parce que je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait. Il m'a dit qu'il avait quand même quelques clients et que lui le faisait dans une optique un petit peu de business, mais avant tout dans une optique de rendre service, parce qu'il voit qu'autour de lui, surtout dans la restauration, il y a beaucoup d'enseignes, de magasins, de restaurants qui risquent de fermer si le confinement et la crise durent. Donc, voilà, une façon de communiquer auprès des clients potentiels en mettant son talent à disposition. Ensuite, de la communication aussi engagée. Donc là, on est plus sur des entreprises qui doivent comment dire, conforter leur e-réputation. Donc j'ai choisi 2 exemples, il y en a beaucoup plus, hein, mais ceux-là m'ont semblé intéressants. Le premier chez Dalkia, donc qui communique sur le fait que même pendant la période de confinement, ils continuent à accueillir des stagiaires et donc qui sont vraiment raccord avec leur slogan qui dit que être chez Dalkia, c'est bien plus que d'être dans une entreprise. Donc là, une façon de communiquer sur les réseaux sociaux en montrant qu'on s'engage aux côtés du consommateur. Et puis le groupe Crédit Agricole qui a annoncé de façon officielle qu'il ne pèserait pas dans la dette en assurant financièrement à la fois les salaires et le paiement des charges. Donc là aussi, un élément qui permet de contribuer à leur e-réputation. Et puis, période de crise oblige, on va dire que les entreprises, sans arrière-pensée, se sont lancées dans des actions de communication d'utilité sociale en mettant l'appareil de production à disposition du pays, soit pour fabriquer du gel hydroalcoolique, des masques. Je pense que vous avez aussi entendu parler de l'utilisation des masques Décathlon pour les personnels soignants. Donc là, en termes, ça ouvre aussi des perspectives sur le fait que les entreprises, en s'associant, là en l'occurrence à un laboratoire de recherche d'une université, on arrive très rapidement à innover et à inventer de nouveaux produits, alors fabriqués dans l'urgence, mais qui néanmoins sont très pertinents et très efficaces. Et puis un dernier exemple, les fromageries Belle qui mettent à disposition leur personnel réserviste, qui libèrent leur personnel pour qu'ils puissent aller travailler dans les hôpitaux quand c'est possible. Donc, tous ces éléments, je pense que vous en avez entendu parler. Les entreprises essayent de relayer ces informations par le biais des réseaux sociaux, mais les médias aussi se chargent de relayer ces informations qui rejaillissent forcément sur l'image des sociétés en question. Quelques exemples de communication opportuniste. Alors opportuniste, j'ai envie de dire dans le bon sens du terme. Les publicités contextuelles, donc publicités contextuelles sur les réseaux sociaux ou sur les moteurs de recherche. Le premier exemple que je vous ai mis, c'est sur les réseaux sociaux. Donc on voit fleurir effectivement en ce moment beaucoup de publicités sur des thématiques en lien avec la crise. Sur l'exemple que je vous ai donné, un système d'enseignement à distance. Un autre exemple avec une newsletter promotionnelle qui a été envoyée assez tôt, dès que le confinement a commencé, par un site qui s'appelle My Little Day, qui commercialise des produits pour faire des activités manuelles avec les enfants. Et puis une campagne assez récente, la campagne de Burger King. Alors Burger King, comme toutes les enseignes de restauration, sont fermées. Ils ont trouvé une façon un petit peu originale de rester en lien avec leurs clients, c'est de leur dire, même si nos restaurants sont fermés, vous pouvez fabriquer nos hamburgers chez vous et par le biais d'affiches et de campagnes diffusées sur les réseaux sociaux. Ils donnent la liste des ingrédients qui vont vous permettre de réaliser le Whopper ou autre produit bien connu de Burger King. Donc là, une initiative un petit peu originale qui permet à cette marque de rester en contact avec ses clients, et puis qui permet aussi de surfer sur une tendance qui se développe pendant la période de confinement, ce qu'on appelle le do it
yourself. Alors c'est vrai que les consommateurs doivent faire preuve d'imagination, parfois pour fabriquer ses propres produits d'entretien. Et là, en l'occurrence, côté cuisine, effectivement, on est obligé de cuisiner à la maison. Donc, une bonne utilisation d'une tendance actuelle. Et puis, pour finir, je suis restée sur quelque chose d'assez basique, d'assez classique, la communication informative. Finalement, c'est peut-être celle sur laquelle on passe le moins de temps, mais honnêtement, les consommateurs aujourd'hui, ils ont besoin d'une seule chose, d'avoir une information. Et d'avoir une information qui soit en lien avec la crise sanitaire. Sinon, ça n'a que très peu d'intérêt pour eux. Donc, je vous ai mis un exemple à gauche d'un site internet qui vend des produits pour les animaux de compagnie. Donc, là, une pop-up qui indique l'incidence de la crise sanitaire sur les délais de livraison, et puis une adaptation de la stratégie éditoriale, voilà, avec 2 posts sur le télétravail avec un chat ou avec un chien à domicile. Et puis sur la partie droite, je pense que vous reconnaissez les copies d'écran. Ce sont les résultats qui s'affichent sur Google quand on recherche une entreprise. On va dire, pour faire simple, que c'est l'annuaire de Google qui s'appelle Google My Business. Donc, il me semble aujourd'hui très important pour toutes les entreprises qui ont un point de vente physique de mettre à jour cette fiche, parce que globalement, tous les consommateurs qui font des recherches sur Internet vont voir ce résultat et vont chercher de l'information au travers de ce résultat. Donc là, je vous ai sélectionné 2 exemples. La fiche Google My Business de TBS qui indique que l'établissement est fermé pour le moment, et puis la fiche d'une agence locale de CDO qui indique que les horaires indiqués sont actualisés en fonction des circonstances et en fonction de cette situation Covid-19. Je vous ai mis sur le support de cours un lien vers des pages que Google a mis en place pour expliquer comment optimiser et comment mettre à jour sa fiche Google My Business pendant le Covid-19. Donc, il y a plein de petits conseils et de petites astuces qui me semblent assez intéressantes. Alors, je vois que des questions sont arrivées. Pensez-vous que la virtualisation de la prospection terrain va continuer après la sortie de la crise sanitaire? Alors, je ne saurais pas vous dire si ça va se généraliser, mais je suis certaine que ça va changer un certain nombre de pratiques concernant la prospection terrain. Je pense que la virtualisation va peut-être se généraliser en phase de début de prospection, c'est-à-dire que quand on va avoir un prospect qui en est à sa phase de réflexion, à sa phase de recherche, peut-être qu'on va privilégier la virtualisation de la relation plutôt que d'être directement dans une prospection terrain pour gagner du temps, pour être plus efficace, et puis peut-être pour utiliser aussi les outils digitaux que l'on commence à utiliser, que ce soit la visioconférence ou des choses un petit peu plus élaborées. Il y a de l'utilisation, par exemple, de logiciels 3D pour faire de la virtualisation de la prospection terrain. Et peut-être que ces outils, effectivement, vont devenir quelque chose qui va être intégré dans la prospection en B2B. Peut-on avoir des pistes outils pour de la veille B2B? Alors, peut-être que je vous ferai un petit add-on que j'ajouterai à cette présentation, parce que là, je pense qu'on n'aura pas le temps pour que je puisse vous répondre. Donc, je ferai en sorte de vous mettre ça à disposition. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Juste pour conclure, il nous reste 1 minute. Un élément important qui me semble à mentionner quand on parle de communication en temps de crise, ce qu'on appelle le brand safety, la préservation de la marque. Alors, il s'agit de repérer dans toutes vos campagnes de communication s'il n'y en a pas qui pourraient être mal interprétées pendant la période actuelle.
Alors, je vous ai donné un exemple d'une campagne de KFC qui a dû être interrompue de toute urgence. Alors, je suppose que vous comprenez pourquoi elle a été interrompue. En période où on nous demande de faire attention et de respecter les gestes barrières, avoir des campagnes de communication où vous voyez des gens qui se lèchent les doigts après avoir mangé, c'est sûr que ce n'est pas forcément approprié. Donc, la préservation de la marque passe aussi par les anciens messages, des anciennes campagnes qui pourraient rester en trace sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc, être vigilant qu'il n'y ait pas d'incompréhension de la part des consommateurs. Alors, avant de nous quitter, je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc, je pense qu'il est important de retenir pendant cette période de crise sur la nouvelle façon de tisser des liens avec ses clients et ses prospects, c'est vraiment de capitaliser sur l'explosion de l'usage du digital sur des cibles qui habituellement n'étaient pas forcément portées sur ces canaux digitaux. Donc, je pense que c'est une réelle opportunité pour les entreprises. Deuxième élément, faire attention à ce que j'appelle la préservation de sa marque. C'est vrai qu'il est très compliqué de communiquer en période de crise, donc il faut toujours avoir en tête que votre marque est vulnérable et plus vous communiquez, plus vous vous exposez. Et donc pour essayer de limiter cette vulnérabilité, l'idée c'est de préserver votre marque avec des stratégies de brand safety, de faire un effort et d'adapter votre stratégie éditoriale, et puis surtout, être présent digitalement et être présent avec des informations qui font sens pour le consommateur pendant la situation que nous sommes en train de vivre. Donc, je suis arrivée à la fin de cette session de 30 minutes. La semaine prochaine, on essaiera de se projeter dans le futur. On fera un saut quantique, comme j'ai dit tout à l'heure, et on essaiera d'imaginer quels seront les nouveaux modes de consommation post-crise, post-confinement. J'essaierai de venir aussi avec des exemples. J'espère que vous serez très, très nombreux et que nous pourrons échanger sur cette thématique. Et puis, comme d'habitude, je vous annonce la session de mon collègue Jean-Christophe Thibault demain à 18h30. Je crois qu'il vous a concocté une petite présentation là, pour aborder le week-end avec la pêche. Et puis, restons connectés. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et vous pourrez télécharger le support que je viens de vous diffuser et vous pourrez voir en replay cette séance par le biais d'un enregistrement. Eh bien, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre attention. J'espère que vous avez été intéressés. Je vois les messages qui défilent, c'est super. Hein. Je vais passer une super soirée et encore un excellent week-end. Voilà. N'hésitez pas à me demander en contact sur LinkedIn. Si jamais vous voulez échanger sur ces thématiques, ce sera avec grand plaisir. Eh bien, bonne soirée à tous et à très vite et à jeudi prochain, j'espère. Au revoir.